Oui, bonjour, c'est Léon Colomb, doctorant. Merci pour cette présentation. Puisqu'on parle des indicateurs, juste une petite remarque, un indicateur qui me semble assez important à regarder lorsqu'on compare les pays, les individus, consommation par individu par pays, c'est de regarder pas seulement la consommation finale, mais également l'ensemble de la consommation énergétique qui a permis de satisfaire la demande finale de cet individu, c'est-à-dire aussi ce qu'on appelle l'énergie grise, ou il y a plusieurs termes comme ça, qui permet de réfléchir un petit peu plus profondément au mode de consommation et aux impacts des modes de consommation sur les émissions de CO2 globales, de gaz à effet de serre. Voilà, parce que si on regarde juste les graphes, voilà, on peut se dire il suffit de fermer des usines, importer. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose qui me semble intéressant à regarder. Oui. Alors si vous voulez, ça c'est le grand débat récurrent entre les émissions de CO2 par pays ou par habitant dans un pays, et puis les émissions, ce qu'on appelle l'empreinte écologique. C'est-à-dire, par exemple, si j'enlève une industrie polluante en France, que je la délocalise en Chine, la quantité de CO2 va baisser par habitant en France. Mais si j'importe le produit chinois, qui sera fait peut-être dans des conditions moins bonnes que si je l'avais fait en France, on va émettre plus de CO2. Donc finalement, une grande partie des émissions de CO2 en Chine, c'est pour produire des biens et des services, surtout des biens, qui seront achetés par les autres. Donc si vous prenez l'empreinte écologique, c'est différent. Donc certains disent qu'il faudrait faire ça sous forme d'empreinte écologique. Pareil pour l'énergie comprise dans les importations et exportations. Alors il y a eu des thèses là-dessus. Hein. Il y a déjà eu des thèses dans le passé, je peux vous le dire. C'est un sujet délicat parce que les statistiques sont des statistiques nationales. Et donc, c'est très difficile. Pour connaître l'empreinte écologique, si vous voulez, il faudrait regarder, je dirais, de façon extrêmement précise. Voilà. Alors, il faut en avoir conscience, mais ce n'est pas très facile à comptabiliser. On a déjà du mal à compter. Vous savez, la quantité d'énergie consommée dans un pays, ne croyez pas qu'on la connaît à la tonne d'équivalent pétrole près. Hein. Bon, c'est des estimations. Donc, là, on est dans un domaine difficile. Absolument, non, vous avez raison. Absolument. Il faut en tenir compte. Absolument. Absolument. Mais on peut améliorer les statistiques, oui, c'est vrai. Vous avez montré une évolution probable du mix énergétique d'ici à 2035. Et j'ai le sentiment que vous disiez que finalement c'était assez bien connu qu'à cause de l'inertie, on savait ce qu'elle allait produire d'ici 20 ans. Mais le GIEC envisage divers scénarios qui sont très différents. Donc, alors ma question c'est comment le scénario que vous envisagez se situe par rapport aux différents scénarios du GIEC et est-ce qu'il n'y a pas plus d'incertitude? Oui, alors, si vous voulez, là, c'est toujours le même problème. Si vous voulez rentrer dans le détail, il faut prendre un sujet, le détailler. Donc, moi, j'ai choisi de prendre le scénario de l'Agence internationale de l'énergie, qui est le scénario médian. Donc, si vous voulez, l'AIE, c'est, j'allais dire, la voix officielle des gouvernements. L'AIE ne fait pas des statistiques à elle. L'agence de l'OCDE, l'Agence internationale de l'énergie, prend les statistiques des gouvernements. Donc, dans l'état actuel des choses, si vous voulez, ce sont des statistiques mondiales qui donnent un scénario, je dirais même pas probable, mais possible à l'horizon 2030-2035. Alors ensuite, des infléchissements sont possibles à la hausse comme à la baisse. Mais il y a un volontarisme dans certains scénarios. Ceux qui vous disent on peut réduire de temps, la question c'est quelles sont les mesures qui doivent être prises pour aller dans tel scénario. Alors je n'ai pas présenté tout l'éventail des scénarios. À un moment donné, vous l'avez vu apparaître quand j'ai regardé les scénarios qui montraient les émissions de CO2. Ça peut aller comme ça peut aller comme ça. Donc, si vous voulez, dans l'énergie, c'est pareil. Ceci étant, c'est une chose d'être très volontariste dans un pays, c'est autre chose de l'être à l'échelle mondiale. Bon. La France peut faire tous les efforts qu'on veut, mais enfin, le poids de la France sur le marché mondial, si vous voulez, sur la consommation mondiale d'énergie, ça ne va pas être absolument déterminant. Hein. Le poids des États-Unis, c'est déterminant. Ce qui peut être inquiétant aujourd'hui, c'est qu'avec l'apparition des fossiles non conventionnels aux États-Unis, la contrainte environnementale soit un petit peu délaissée. Ce qui est encore plus embêtant, c'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne était en pointe sur la lutte contre les émissions de CO2. Comme pour sortir du nucléaire, ils rouvrent des centrales à charbon en backup. Aujourd'hui, la contrainte du CO2 en Allemagne, c'est plus un problème. Ils donnaient la priorité à la sortie du nucléaire. Donc, si vous voulez, un effet pervers, ça peut être ça. Ceci étant, si un pays comme les États-Unis ou la Chine font des efforts,
Ça aura un rôle important. La Chine, aujourd'hui, commence à se préoccuper, ce n'est pas tout à fait récent d'ailleurs, c'est il y a quelque temps déjà, des émissions de CO2. Parce que pour des raisons de pollution locale, la vie à Shanghai ou à Pékin, c'est devenu insupportable. Donc, si vous voulez, la Chine se dit, il faut que je transforme mes centrales à charbon. N'oubliez pas quand même que les Chinois, ils construisent une centrale à charbon par semaine. Hein? Bon, donc, c'est pas facile. Alors, ils vont passer au nucléaire. Ils ont 28 réacteurs en construction nucléaire, 28 réacteurs nucléaires. Ils font tout, ils vont faire des centrales à gaz, mais ils vont faire des économies d'énergie. Donc si la Chine fait des efforts extrêmement importants, ça aura un impact sur la situation mondiale. La France, on est déjà plutôt vertueux. Donc si on fait des efforts, c'est bien pour nous, mais ça ne va pas changer la face du monde. Non seulement je suis complètement d'accord avec ça, mais j'en dirais en plus que, bon, il est clair que si on laisse l'économie marcher sans faire de politique, on va droit à la catastrophe. Enfin, du moins, c'est mon opinion. Et donc, si on veut avoir une voix qui ait une chance, même minime, d'être entendue dans des négociations internationales, il faut quand même essayer, à l'échelle de la France, de montrer l'exemple. C'est-à-dire de montrer qu'il est possible de réduire d'un facteur 4 à l'horizon 2050 les émissions de CO2, à condition de faire tel ou tel choix, et si on y arrive, on peut dire aux gens, écoutez, vous voyez, c'est possible, la preuve, on l'a fait comme ci, comme ça. Alors bien sûr, le poids de la France dans le monde est faible, mais si on ne montre même pas l'exemple, alors là, il est nul. C'est dit un peu brutalement. Comment on essaie dans ce séminaire d'identifier ce que les disciplines ont à dire, notamment sur les questions du jour? Peut-être que Jacques, ça pourrait être intéressant qu'il dise quelques mots sur la nécessité de définir, de donner un prix au CO2 et sur les difficultés qu'on a rencontrées, notamment en Europe dans ce domaine. Oui, si vous voulez, le CO2, ça fait partie de ce que les économistes appellent une externalité négative. C'est-à-dire, c'est l'idée que vous avez des coûts qui ne sont pas pris en compte par le marché. Il y en a des tas d'autres. Hein. Mais donc, c'est au sommet de Johannesburg en 2002 que la Commission européenne a fait savoir qu'on allait mettre en place en Europe un marché du CO2. Les Américains avaient déjà mis en place des marchés pour certaines émissions, disons, chimiques, mais pas de CO2. Et on a mis en place ce marché en disant, il y a deux solutions. Soit on fait une taxe sur le CO2. Mais ça va être compliqué de mettre une taxe. Puis, dans le domaine de l'économie, les libéraux de l'époque considéraient qu'une taxe, disons, c'est pas bon, c'est encore une intervention de l'État, etc. Il vaut mieux faire un marché. Donc, c'est un peu une situation paradoxale. On fait confiance aux mécanismes du marché. Comme il y a des défaillances du marché, on crée un marché de la défaillance. C'est intéressant. Donc, on va créer un marché de la défaillance. Ça veut dire, on va mettre en place un marché de CO2. C'est-à-dire qu'on va donner à chaque industriel, gros industriel, un quota à ne pas dépasser. On ne va pas leur dire c'est zéro, c'est pas raisonnable. Hein. Ils émettaient, on ne va pas leur dire du jour au lendemain vous fermez. S'ils ferment, ils s'en vont. Donc on vous donne un quota. Avec l'idée, si vous dépassez votre quota, il faudra que vous en achetiez à ceux qui ont été vertueux, qui ne l'ont pas dépassé et qui en ont fait des économies. Donc il y aura un marché où il y en a qui vont vendre le quota qu'ils ont, ils gagneront de l'argent, et puis ceux qui sont obligés d'en acheter, tant pis pour eux. Le système a commencé avec un CO2 qui en 2005 valait 7 € la tonne. Et progressivement, il est monté à 30. Puis après, il s'est écroulé parce que, bon, pour des raisons qui faisaient que, essentiellement, on avait donné trop de quotas. Parce qu'évidemment, chaque pays avait tendance à dire, attendez, mes pauvres industriels, il ne faut pas quand même leur mettre des contraintes trop fortes parce qu'ils sont dans la concurrence internationale. Donc, voilà, mettez-leur des quotas pas trop contraignants. Comme la croissance économique a complètement été réduite du fait de la crise économique, hein, la croissance, on s'attendait à 2 à 3% par an, on est à 0,5. Donc, évidemment, les besoins de CO2 ont complètement disparu. Si bien qu'aujourd'hui, le marché du CO2 est très faible. Donc il y a deux solutions. Soit on réduit les quotas, ce que le Parlement européen d'ailleurs a voté récemment, mais ce n'est pas facile parce que les Allemands s'y opposent. Soit on met une taxe. Alors je vous dis tout de suite, mettre une taxe du CO2 sur l'ensemble de l'Europe, c'est quasiment mission impossible. Parce que mettre d'accord les 28 gouvernements, ça ne va pas être simple. Hein. Donc chacun peut le faire. Les Suédois l'ont fait, ils ont mis une taxe très élevée sur le CO2. Donc le gouvernement français y réfléchit. Mais vous voyez tout de suite le problème. Si je taxe les industriels français avec du CO2, c'est peut-être bon pour, je dirais, les émissions de CO2, mais je risque de pénaliser mes industriels dans la concurrence européenne et internationale.
Donc voilà, ça c'est un bon mécanisme qui montre que finalement il y a une défaillance du marché du CO2, mais qui n'est pas due au mécanisme lui-même, qui est due au fait qu'on a donné trop de quotas dans un contexte où on croyait que on pensait que la croissance économique allait être forte, et ce n'est pas le cas. Mais actuellement, il y a un marché du CO2 en Chine. Les Chinois ont mis un marché du CO2 à Shanghai, à Tianjin, à Pékin, puis encore 2 ou 3 villes encore, je n'ai pas en tête. Donc même les Chinois, ils réfléchissent. Oui, parce que je m'étais permis de vous voler l'algo transparent, j'en ai un deuxième d'ailleurs. Et donc ça, c'est votre exposé, c'est le rapport énergie voilà. 2050. Et donc si je comprends bien, le coût du CO2, c'est le petit machin un peu rouge foncé en haut. Hein. Et donc, je ne sais pas si c'est pour la France ou pour l'Europe, ou pour le monde, ou quoi ça. Sur les coûts opératoires. Non, le coût investissement opératoire. Coût de production. Attendez, je vois pas les coûts de production. Non, il n'y a pas de CO2 pour le PV. Pour les trois à droite, il n'y en a pas. Bien sûr, mais oui. c'est des noms qui correspondent à la France ou au monde ou à l'Europe. Non, ça c'est coût de production en France. Voilà. Et donc, en France, visiblement, la petite tranche 13, 5, 7, là, c'est quand même la taxe CO2 en question. Oui. Et donc, c'est faible. Oui, mais encore, on avait pris un chiffre plus élevé que le prix actuel du marché. Je ne sais plus, je n'ai plus en tête tous les chiffres. Ouais. Mais c'est moins maintenant. Oui, mais parce qu'on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas trop pénaliser le coût de production en France, sinon vous pénalisez les électro-intensifs. Tout à l'heure, on disait... Oui, je comprends, mais les Suédois font comment? Les Suédois, ils ont beaucoup d'hydraulique. Ils ont du nucléaire et d'hydraulique. Les Suédois ont beaucoup d'hydraulique, beaucoup de nucléaire, donc ils taxent beaucoup les consommateurs domestiques, le secteur des bâtiments. Parce qu'en énergie finale, vous l'avez dit tout à l'heure, je ne suis pas revenu dessus, il y a 2 secteurs où il y a un potentiel énorme d'économie. C'est les transports d'un côté, c'est le bâtiment de l'autre. C'est les 2 gros secteurs. Les industriels, ils ont déjà fait beaucoup d'efforts parce que ça leur coûte, donc ils sont performants, les industriels. Hein, ils vont faire les choix les moins coûteux. Tandis qu'il y a un potentiel énorme dans le secteur des transports, dans le secteur du bâtiment. Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il faudrait que progressivement le prix du CO2 augmente. Tout le monde a conscience de ça, mais politiquement, ce n'est pas très facile à faire. Alors, il y a ceux qui vous disent, mais vous inquiétez pas, si vous faites des efforts, si vous taxez, par exemple, les industriels qui émettent du CO2, vous allez être obligé de mettre au point des technologies très performantes, et ces technologies très performantes, vous les vendrez aux autres au moment où eux se préoccuperont de cette question. Ça se défend comme argument, hein, en disant, mais écoutez, dans le vert, c'est un peu le même argument de ceux qui disent qu'il faut développer les renouvelables, parce qu'on sera performant et puis, je dirais, ça permettra de gagner des marchés. Le gros problème avec les renouvelables, c'est que les Chinois, ils ont fait ça, mais ils financent les producteurs. En fait, ils subventionnent par du dumping. Hein. Donc le prix, développer le photovoltaïque en Europe, c'est acheter des cellules soit américaines, soit surtout chinoises. Oui, j'ai une question un petit peu dans la même veine que la précédente, hein, pour apprendre à mieux se connaître, pour Monsieur Balibar, sur cette entrée thématique donc, qui a été choisie pour cette première conférence dans ce cycle de conférences débat qu'on lance. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, en tant que physicien, le type de questions en matière de recherche que vous pouvez traiter, que vous traitez, ou que vous pourriez traiter, ou que vos collègues à l'ENS pourraient traiter, pour essayer de voir quelle synergie on pourrait trouver entre nos différentes disciplines? Est-ce qu'on pourrait travailler sur des questions en commun, ensemble, développer un échange? Question difficile. Nécessaire. Je crois que, disons, en phrase générale, je crois que le problème est tellement compliqué qu'il faut faire de la recherche parce qu'il faut trouver des tas de solutions complémentaires, il n'y en a pas une seule. Alors beaucoup de ces solutions sont politiques, économiques, industrielles, technologiques, mais il y a quand même de la place pour de la recherche, y compris en physique. De là à penser qu'on peut subventionner un projet à l'intérieur des spécialités de l'école normale supérieure, peut-être. Quand il s'agit d'augmenter les performances des biocarburants, par exemple, il est clair que c'est quelque chose où je pense que les chimistes ont plus à dire que les physiciens. Quand il s'agit de voir quelles sont les limites de performance d'un réseau dit intelligent,
là, il est très possible que des gens qui font de la physique statistique des réseaux, parce que c'est un morceau important de la physique statistique théorique, puissent contribuer. Quand il s'agit de stocker l'électricité d'une autre manière que simplement construire des barrages, oui, il faudrait que l'imagination prenne le pouvoir, peut-être. Bon, je cherche d'autres exemples. Quand il s'agit, bien sûr, de chercher d'autres filières nucléaires, par exemple, ça, c'est pas les spécialités de l'école normale, hein. C'est vraiment très spécialisé et d'ailleurs, il serait bon de ne pas perdre les compétences en France, comme le disait M. Percebois. Disons qu'on peut avoir des idées en s'asseyant autour d'une table et en réfléchissant tous ensemble. Ça, c'est sûr. Maintenant, vous dire comme ça, à brûle pour point, tiens, vous devriez mettre de l'argent sur ça, là, vous m'en demandez un peu trop. Je vais prolonger en fait la question qui est posée, mais en la posant d'une manière un petit peu différente, parce que donc, dans la présentation de M. Percebois, l'impression qu'on peut avoir, c'est que finalement, même s'il y a des travaux scientifiques, on va dire fondamentaux, la capacité à avoir une rupture n'est pas susceptible d'impacter à court terme le mix énergétique, des grands choix stratégiques, etc. Donc ce que je voulais savoir, c'est dans quelle mesure, s'il s'agit de faire une recherche pertinente dans ce domaine énergétique, vu du point de vue des sciences de la nature, par exemple, dans quelle mesure on doit intégrer la donnée économique et la donnée politique pour orienter nos propres travaux. Parce que dans les faits, mener notre petit travail dans notre coin, c'est très bien, et ça on sait faire, mais en même temps être pertinent dans le contexte qui vient d'être présenté, c'est une autre affaire. Et donc moi, ce qui m'intéresserait dans le cadre justement de cette opération, c'est précisément de voir, plutôt que d'avoir un travail singulier dans un champ donné, dans quelle mesure on peut faire émerger une réflexion collective, intégrant justement les sciences de la nature et les sciences humaines, de façon à identifier ce qui est pertinent. Et la question, c'est dans quelle mesure on peut le faire. Et ça, je ne sais pas, peut-être une question pour M. Percebois. Oui, je ne voudrais pas donner l'impression, c'est un peu le problème quand on veut présenter beaucoup de choses de façon simple, que les ruptures sont impossibles et que de toute façon, l'avenir est quasiment tracé. Des ruptures, même si elles ne sont pas fondamentales, il y en a quand même eu. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, il y a moins de 10 ans, tout le monde s'alarmait aux États-Unis en disant les Américains voient leur production de pétrole chuter, ils vont importer de plus en plus de gaz, il faut donc construire des installations de regasification de gaz. Vous allez voir, ils vont tellement importer de gaz que ça va pénaliser les Européens, le prix du gaz va monter sur le marché international, on va être en concurrence avec les Américains. Et puis est apparu quelque chose que les économistes n'avaient pas bien vu, c'est la révolution du gaz de schiste, qu'on appelle couramment la révolution du gaz de schiste. En l'espace de 4-5 ans, eh bien, on a vu arriver des quantités importantes de gaz sur le marché américain grâce au forage horizontal, grâce qu'on connaissait, grâce à la fracturation hydraulique, grâce aussi à des problèmes juridiques. Vous savez qu'aux États-Unis, propriété du sol entraîne propriété du sous-sol. C'est-à-dire que quand vous êtes propriétaire de votre terrain, ce qu'il y a dessous vous appartient, ce qui n'est pas le cas en France. En France, vous êtes propriétaire du sous-sol, sauf pour une liste de produits fixée par décret ministériel. Tous les produits miniers sont sur la liste. Hein. Donc, si vous voulez du pétrole, il n'est pas à vous. Hein. Donc, le gouvernement donnera peut-être autorisation d'exploiter. Vous serez indemnisé parce qu'on fera des trous dans votre jardin, mais le pétrole, il ne vous appartient pas. Aux États-Unis, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, ça, c'est des éléments importants. Donc, il y a quand même eu une rupture. Personne n'avait anticipé que les Américains pouvaient devenir exportateurs. Avec ce gaz non conventionnel, avec ce pétrole non conventionnel, certains considèrent que le premier producteur de pétrole en 2020, ce sera les États-Unis devant l'Arabie Saoudite. Ça, c'est une rupture quand même. Alors, les ruptures technologiques, ça existe. Alors, d'autres ruptures sont possibles. C'est vrai, on n'a pas connu dans l'énergie, dans l'électricité par exemple, on n'a pas connu l'équivalent de la rupture qu'on a connue dans les télécoms avec l'apparition du mobile. Mais si demain on savait stocker l'électricité à grande échelle, les choses seraient complètement différentes. Il y a une rupture quand même qui peut être importante, c'est l'ensemble des réseaux intelligents. Je crois que ça, c'est un élément important parce que aujourd'hui, vous payez un prix de l'électricité, je dirais, fixé par le gouvernement quasiment, pour tous les Français, enfin les Français secteur domestique. Demain, ce sera probablement différent. C'est-à-dire qu'avec des réseaux intelligents, le gestionnaire du réseau peut, par exemple, s'il a un problème de production, couper une partie de la demande. On peut, à distance, je ne sais pas, moi, dans la région de Nice, on a des problèmes pour passer de l'électricité, on coupe 2 millions de réfrigérateurs pendant un quart d'heure ou 20 minutes.
Ça, on saura faire. On peut, par exemple, vous envoyer un signal avec un boîtier que vous auriez chez vous, vous disant on a un problème, voilà, l'effacement vaut tant. Si vous acceptez de réduire votre chauffage, de supprimer, par exemple, votre consommation d'électricité, on va vous payer en temps réel. C'est-à-dire que demain, ne pas consommer de l'électricité pourra vous permettre de gagner de l'argent. Aujourd'hui, on mutualise tout. C'est-à-dire qu'on compte sur le fait que les gens, on compte sur le civisme. En Bretagne, on vous dit, attendez, il va y avoir un problème, donc éteignez autant que faire se peut. Donc on éteint l'éclairage public, ça marche d'ailleurs, on vous envoie des SMS, etc. Mais demain, ce sera un produit, c'est-à-dire qu'il y aura un marché. Mais pour qu'il y ait un marché, il faut que la technologie précède en quelque sorte ce marché. Et donc, il y a des ruptures technologiques possibles. Je crois que la rupture la plus importante, ce serait indiscutablement le stockage à grande échelle de l'électricité. Ça modifierait vraiment les choses. Et dans l'état actuel des choses, c'est vrai qu'on ne sait pas faire. L'électricité est un produit qu'on a du mal, qu'on ne sait pas stocker de façon économique. Merci. Trois petits compléments à nouveau, parce que je mets quelques temps, j'ai un petit retard à répondre à la question d'avant. D'abord, un point général. Je pense que le rôle des experts, qu'ils soient économistes, physiciens, ingénieurs, chimistes, je ne sais pas, ou spécialistes de l'environnement, ce n'est pas de prendre des décisions, hein, c'est bien clair entre nous. C'est les politiques qui décident au vu de rapports pluridisciplinaires que nous sommes éventuellement amenés à fournir. Bon. Alors, ensuite, pour ce qui est de conjuguer au niveau de Paris Sciences et Lettres, comme vous le suggériez, nos compétences, nos idées, peut-être que l'une des manières de faire, ce serait justement de donner de l'ampleur à ce séminaire où on se rencontre, où on échange des idées, et c'est comme ça que des idées peuvent naître. Et d'ailleurs, avec un petit peu de retard, par exemple, je pense, on a mentionné le problème des gaz de schiste, dont on n'a pas parlé dans le détail, mais qui est intéressant. Eh bien, il existe à l'ESPCI à côté un groupe de gens qui s'occupent de fractures de solides désordonnées, en liaison avec un groupe de gens qui font de la microfluidique et qui donc étudient la fracturation des argiles sous pression d'eau. C'est donc les groupes de Patrick Tabling et d'Elisabeth Bouchot. Eh bien, ces gens-là sont conscients du lien fort qu'il peut y avoir entre leur recherche et un certain aspect du problème de l'énergie, puisque, comme c'est bien ressorti, je pense, ce matin, on ne se passera pas de combustibles fossiles comme ça du jour au lendemain, non seulement en 2035, quoique on peut peut-être discuter, les ruptures, on ne sait jamais, bon, on s'en passera pas. Donc effectivement, on pourra en discuter, mais au moins savoir qu'est-ce qu'il y a d'éventuellement disponible comme gaz de schiste ou comme huile non conventionnelle en France, ce serait pas inutile. Donc au moins réfléchir là-dessus, ce serait pas mal, y compris d'un point de vue économique, mais justement, vous avez vu à quel point l'économie contrôle est central dans tous ces problèmes. Alors, imaginons qu'on soit en mesure de faire ce genre de choses dans le cadre de Paris Sciences Lettres. Donc la question maintenant, c'est d'une certaine manière la pertinence que ça peut avoir dans un pays comme le nôtre de mener cette action, dans la mesure où il y aurait peut-être déjà d'autres, disons, instances, structures qui mèneraient une réflexion intégrant cet aspect scientifique, technologique, économique. Donc c'est peut-être une question pour M. Percebois à nouveau, donc, qui a évoqué l'intérêt qu'il pourrait y avoir à mener une réflexion. Donc stockage, c'est très scientifique par certains côtés, mais prenons l'aspect des réseaux, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est intégrant. Admettons qu'il y a un groupe de réflexion à PSL qui se met en place de manière intégrante, la réflexion physique, statistique, économie, etc., qui élabore un document. Est-ce que ce type de document est récupérable? Par qui? Et dans quelle mesure il y a déjà des structures existantes qui feraient ce genre de travail? Est-ce que c'est possible juste qu'on ait un petit élément d'information par rapport à ça? Des structures, il y en a déjà. Vous avez déjà l'Office parlementaire sur la recherche, sur la technologie, la science, qui s'intéresse d'ailleurs. Il y a eu un rapport récent de M. Bataille là-dessus. On avait interviewé, puisque moi je suis dans le groupe d'experts, on avait interviewé donc des Américains qui parlaient de fracturation au propane. Donc, si vous voulez, il y a déjà des technologies éventuellement alternatives. Donc, vous avez l'Office parlementaire qui fait des rapports. Hein. Bien sûr, vous avez l'Académie des sciences. Hein, qui et l'Office parlementaire.
Alors vous avez aussi le CAS, enfin qui s'appelle plus le CAS maintenant, c'est l'ancien commissariat au plan qui était devenu le Conseil d'analyse stratégique qui maintenant s'appelle Conseil, alors je ne sais plus quel est le nom, c'est revenu un peu commissariat au plan, enfin c'est l'ex-CAS. Vous avez le Conseil d'analyse économique du Premier ministre qui fait aussi un certain nombre de rapports. Vous avez les rapports parlementaires, il ne faut pas sous-estimer. Et puis, bien sûr, les organismes de recherche. Si vous voulez, ce qu'on sait, c'est que quand on regarde l'histoire un peu de la technologie, c'est que bien sûr qu'il y a des ruptures parfois qui ne sont pas prévisibles, mais on sait aussi que si on met beaucoup d'argent sur quelque chose, au bout d'un certain temps, on a des retombées. Ça, je dirais, le volontarisme financier et politique, ça joue. Hein. Lorsque, alors on peut aller chercher le programme américain pour mettre au point la bombe atomique, on a bien vu que quand vous mettez suffisamment d'argent, bah, vous obtenez ce que vous voulez. Bon. Mais là, c'était des circonstances un peu exceptionnelles. L'expérience montre quand même qu'il y a des domaines où, si on met un minimum d'argent, on sait qu'on sortira des choses. Peut-être pas exactement ce qu'on avait prévu, mais ça c'est autre chose. Mais on sortira un certain nombre de choses. Alors aujourd'hui, bien sûr, les réseaux, c'est un sujet important. Je crois, si vous voulez, on dit l'Europe de l'énergie n'existe pas. Chacun fait sa politique dans son coin. D'ailleurs, les Allemands, quand ils sont sortis, ils veulent sortir du nucléaire, ils ont demandé l'autorisation à personne. Vous me direz, on ne voit pas pourquoi ils l'auraient demandé. Les Français n'ont pas demandé l'autorisation de faire leur programme électronucléaire, et puis les autres, pareil. Mais quand vous choisissez quelque chose, votre politique a une influence sur le comportement des autres, sur des conséquences sur les pays limitrophes. Mais si l'Europe de l'énergie se construit, c'est à travers les réseaux de transport, distribution. Et donc là, les réseaux, si vous voulez, c'est absolument stratégique parce que c'est là où les complémentarités peuvent jouer. L'Europe de l'énergie, d'ailleurs, on dit qu'elle n'existe pas, mais l'Europe des réseaux, elle existait avant l'Europe politique. Les électriciens avaient compris l'intérêt des interconnexions. Donc on avait créé dans les années 50, avant le marché commun, on avait créé l'UCPTE, l'Union de coordination des producteurs et transporteurs d'électricité. Donc ça voulait dire qu'il y avait une interdépendance. Et aujourd'hui ça s'appelle l'UCTE parce que les producteurs n'en font plus partie, il n'y a que les transporteurs. C'est un rôle important. Tout à l'heure on parlait de grandes maisons. C'est en 2006, ce qui a sauvé le réseau électrique européen en 2006, c'est grandes maisons. Les Allemands ont fait une bêtise sur leur réseau. Une histoire d'un bateau qui devait passer un fleuve, et ça a failli entraîner un blackout total en Europe. Il fallait qu'en un quart d'heure, on règle la question. Et c'est RTE qui a réglé la question. Grâce à quoi? Grâce à l'hydraulique française et précisément grâce à Grand Maison. Parce que l'avantage de Grand Maison, c'est qu'on a pu rétablir l'équilibre sur le réseau électrique européen. Sinon, on allait vers le blackout. Donc ça montre bien que la solidarité, ça existe. Donc là, sur les réseaux, il y a des tas de choses à faire. Il y a des tas de choses à faire sur les réseaux. Oui, alors ça c'est autre chose, ça peut se reproduire. Mais je crois que là sur les réseaux, si vous voulez, par exemple, des sujets intéressants, c'est comment la localisation spatiale des systèmes électriques, de production d'électricité, éolien, photovoltaïque, nucléaire, etc., comment tout ça a un impact sur le fonctionnement des réseaux. Aujourd'hui, selon que vous mettez les centrales éoliennes à tel ou tel endroit, il y a des conséquences sur les réseaux. Donc là, il y a des recherches intéressantes qui sont faites. La gestion optimale du réseau, c'est un beau sujet, à la fois pour les physiciens et pour les économistes. On va prendre une dernière question. Bonjour. Alors, j'avais une question sur les liens entre politique, économie et écologie. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des cas dans lesquels l'écologie et l'économie sont plutôt compatibles, c'est-à-dire, par exemple, la rénovation des bâtiments, ça crée des emplois, donc là, très bien. Mais dans une grande majorité des cas, l'économie actuelle est basée sur la croissance et la consommation, et ça me paraît en profonde contradiction avec les notions de sobriété, etc. Et donc les décisions, c'est les politiques qui les prennent, qui sont élus par des électeurs, et les électeurs, ce qui les intéresse, c'est d'abord d'avoir un boulot, et bon, après que le niveau des maires monte un petit peu dans 50 ans, ça les intéresse moins. Et donc, je voulais vous demander si vous étiez aussi pessimiste que moi et si vous pensez qu'il y avait une profonde incompatibilité entre les paradigmes économiques et politiques actuels et l'écologie. C'est-à-dire qu'on est dans une situation dans laquelle l'intérêt commun n'est pas, en tout cas l'intérêt de la planète, n'est pas la somme des intérêts individuels. Et là, on le voit bien, on est en période d'élection et en période de crise, on n'entend plus du tout parler d'écologie. Non, oui, enfin, je suis d'accord avec vous, mais il y a une confrontation et même une opposition dans certains cas, une incompatibilité, j'espère que non, autrement c'est la fin de tout, quoi.
Alors, dans les faits, je suis bien obligé de constater que, effectivement, la nécessité que je ressens de préserver l'avenir de la planète est incompatible avec la recherche du profit maximum, par exemple, et que donc il y a un conflit entre l'économie et la politique qu'il faudrait faire pour ne pas laisser la planète s'effondrer. Donc il faut faire de la politique. Alors, à ce moment-là, donc il faut réguler le marché d'une manière et pas d'une autre, prendre telle ou telle décision sur telle ou telle source d'énergie, et c'est là qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est de constater que, comme ça a été un peu mentionné, la disqualification des experts en tout genre qui a lieu actuellement. Et d'ailleurs, j'ai rencontré cette semaine, au début de la semaine, mardi, quelqu'un qui est justement membre du Conseil économique qui conseille le gouvernement et qui est un ingénieur, en principe, avec de la culture scientifique. Eh bien, ce monsieur, il m'a dit « Oh, le réchauffement climatique, ouais, peut-être. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous savez, j'ai une maison en Bretagne, je ne vois pas la différence que ça fait. En revanche, la biodiversité, ça m'intéresse. » Alors bon, et donc, il part sur un principe qui est que l'augmentation de la température de la planète, ça existe peut-être, mais ce n'est pas le problème. Et plus généralement, d'ailleurs, quand nous avons fait à l'Académie des rapports qui étaient peut-être mal écrits, en gros, ils n'ont servi à rien. Quand nous avons expliqué qu'il serait peut-être utile de prolonger quelques centrales qui peuvent encore produire beaucoup d'énergie, le gouvernement a décidé le contraire. Et quand je parle à la radio, parce que j'essaye de tous ces problèmes, on me répond « Oh, il y en a marre de la dictature des chiffres », parce que les gens, parfois, utilisent les chiffres n'importe comment, mais en général, les gens ont le grand public a de mauvais souvenirs de sa scolarité, ou en mathématiques, ils avaient des mauvaises notes, et donc ils en ont assez, ils ne veulent pas faire une addition, comparer le coût de ceci, la quantité de cela. Et donc, il y a un travail considérable à faire pour réhabiliter la valeur du travail scientifique et technique sur des problèmes de ce type, et scientifique au sens large, puisque l'économie, c'est crucial. Hein. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Et donc je ne suis pas complètement désespéré, mais je suis quand même assez pessimiste. Donc vous avez raison, mais ça ne doit pas nous empêcher de réfléchir, de faire savoir ce qu'on pense, de nous battre. C'est un terrain politique, vous voyez. Ou alors on abandonne et puis on se met la tête dans le sable et puis c'est fini, quoi. Bon. Je ne suis peut-être pas aussi pessimiste que vous. Je ne crois pas qu'il n'y a pas incompatibilité entre l'écologie et l'économie. Il y a peut-être incompatibilité entre l'économie et certains écologistes. Hein, ça, c'est un peu différent. Mais si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, on a pris conscience qu'au niveau local, comme au niveau mondial, eh bien, les contraintes environnementales sont des contraintes dont il faut tenir compte parce que ça engendre des conséquences négatives. Bon, on le voit bien, la pollution automobile, on sait le nombre de morts que ça fait par an. On le sait statistiquement. Malheureusement, il y a une acceptabilité. Si la pollution automobile faisait autant de morts si le nucléaire faisait autant de morts que la pollution automobile, je ne vous dis pas les réactions des individus. Mais il y a des pollutions qu'on accepte malheureusement assez facilement. Donc aujourd'hui, on prend conscience qu'il faut lutter localement, mais aussi qu'il faut lutter globalement à l'échelle mondiale. Tout ça, c'est un problème de régulation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aux politiques d'intervenir en disant c'est faux de penser que les mises en décharge, c'est gratuit. Aujourd'hui, il y a des taxes, par exemple. Il faut faire payer, si vous voulez. Donc ça, c'est une activité. Alors, c'est une activité qui, en plus, peut générer de la croissance, peut générer de l'économie. Alors, je ne partage pas le point de vue des écologistes qui disent la façon de régler le problème, c'est la décroissance économique. Bon, si vous voulez, on revient, alors pour caricaturer, chacun produit ce qu'il consomme. Puis bon, je veux dire, ça, c'est pas très raisonnable. En plus, c'est pas du tout
c'est tout à fait improbable. Mais je ne pense pas qu'il y ait une opposition. Je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il y a un marché pour l'écologie, que c'est l'intérêt collectif. Simplement, c'est un problème de régulation, parce que le marché tout seul ne tient pas compte de certains effets pervers. C'est aux politiques, au niveau national comme au niveau international, mais l'expérience montre qu'il peut y avoir des ententes. Il y a un accord sur l'Antarctique. On ne sait pas s'il sera renouvelé, mais il y a eu un accord, un traité sur l'Antarctique. Bon, aujourd'hui, on peut se mettre autour d'une table et accepter un certain nombre de choses. C'est l'intérêt commun, si vous voulez. C'est pas facile. C'est plus difficile que quand il y a un État qui peut imposer. Mais je ne pense pas que l'opposition soit systématique. Je pense qu'au contraire, il y va de l'intérêt à la fois local et collectif. Il y a eu un accord sur les CFC aussi qui permet, je l'espère, de régler à peu près, c'est pas sûr, le problème du trou d'ozone. Il y a moyen d'arriver à j'espère, à des ententes internationales, mondiales, mais il faut travailler. Bon, je pense que si on pouvait déjà se mettre d'accord entre Français et Allemands, ça donnerait un exemple très utile. Alors, l'Académie, j'en parle peut-être trop, mais on a décidé de créer un groupe de travail commun à l'échelle de l'Europe, non seulement la France et l'Allemagne pour commencer, parce que la comparaison des deux est très, très instructive, mais sans doute l'Angleterre et puis en fait, rapidement, le reste de l'Europe. Si on pouvait proposer un scénario en commun, ça aurait certainement, alors là, un impact. Donc, il y a beaucoup de travail à faire.